Cette vidéo est la simulation de ce que nous avons abordé dans l'épisode précédent, comment schématiser l'autonomie. En résumé, cet épisode précédent se concentrait sur une représentation graphique des besoins et des moyens corrélés au temps. Le schéma présenté est à une échelle macro et pas micro. Ce schéma permet de donner une tendance qui ne descend pas jusqu'au détail. Les détails ont leur importance, mais pas au niveau conceptuel. Entre parenthèses, lorsque l'on crée une entreprise, en amont, on effectue une simulation que l'on nomme business plan. C'est une étude qui reprend les éléments essentiels et qui les synthétise dans un document écrit. Et c'est un passage quasi obligatoire. Ce document est réclamé par les partenaires et les institutions qui cherchent à connaître le projet et voir sa potentielle viabilité. Or, tous les destinataires savent pertinemment qu'un business plan n'est pas la future vérité. Il est quasiment certain que les prévisions sont fausses. Pourtant, ce document est primordial car il sert de fil rouge. Le schéma dont nous parlons a exactement la même vocation. Donner une visibilité globale du projet en acceptant que des écarts puissent avoir lieu au fur et à mesure que le projet se concrétise. Dans un projet d'autonomie, les acteurs ne sont pas les mêmes que ceux liés à un projet d'entreprise, mais ils sont plus nombreux que ceux que l'on croit. Et même si nous nous bornons aux membres du groupe, comme par exemple une famille, ce schéma est un élément clé de la communication interne. Ne sous-estimez pas son importance. Cela permet de mieux cerner la globalité du projet. Un projet d'autonomie suppose de s'intéresser à beaucoup de choses, à augmenter le spectre. L'étude et la rédaction de ce type de schéma est un excellent exercice de prise de hauteur. Et c'est aussi pour vous le moyen de vous roder à la vision et à la réflexion systémique. Dans cet épisode de simulation, tout comme dans tous les épisodes de cette série, les exemples sont fictifs. Il n'y a aucun prosélytisme, ni défense ou parti pris. Je ne favorise aucune solution plus qu'une autre. Il n'y a aucune manipulation de ma part. Les exemples ne sont que des exemples, des supports pour passer du pur théorique aux pratiques virtuelles. Pour en revenir à cette simulation, nous allons voir comment un besoin est représenté, et nous ferons la même chose avec un moyen. Dans un second temps, nous allons voir s'il peut y avoir des interactions entre le moyen et le besoin. J'ai choisi pour simuler un besoin d'essayer de représenter le changement qu'opèrent les naissances d'enfants dans une famille. Reprenons la trame présentée dans le précédent épisode. Je donne deux axes, celui des X représente le temps. Sur cet axe, je vais placer des intervalles réguliers. Je vais démarrer en 2016 et finir en 2021. Chaque graduation est un semestre. Sur l'axe des Y, je place une échelle qui exprime les pourcentages. Les valeurs démarrent à 0, puis vont jusqu'à 120% et non pas 100%. Nous verrons dans un prochain épisode pourquoi dans certains cas, il faut, entre guillemets, produire plus que nécessaire, fermez les guillemets. Cette notion a déjà été évoquée dans l'épisode précédent. Je vous propose de démarrer par un besoin, celui lié à l'arrivée d'enfants dans une famille qui réfléchit à son autonomie et sa résilience. Dans son étude, cette famille projette d'avoir 2 enfants. Un premier est prévu en 2017. La courbe va donc être à 0 de 2016 à 2017. Puis au début 2017, elle va augmenter jusqu'à 50%. C'est la, entre guillemets, valeur d'un enfant sur 2. Ensuite, cette famille projette d'avoir un second enfant en 2019. Son arrivée au début de l'été, et c'est pour cette raison qu'au second semestre 2019, la courbe passe de 50 à 100%. Cet exemple fictif me permet de mettre en évidence certaines approximations qui sont fausses. Si nous faisons le focus sur les 2 parties de la courbe que j'ai entourées en rouge, ce sont des besoins, entre guillemets, brutaux, qui font faire un pic vertical à cette courbe des besoins. Cela supposerait que la famille n'a absolument rien anticipé de ces 2 arrivées. Cela semble plutôt curieux. Même si la famille attend plutôt le dernier moment, la courbe du besoin va croître sensiblement avant l'arrivée des enfants. Nous n'avons donc pas une montée verticale pure, mais une forte pente, comme je viens de le représenter sur le schéma. Le concept à retenir, c'est que l'anticipation permet de répartir le besoin. Nous pouvons dire que les bords francs verticaux ascendants sont le signe d'une mauvaise anticipation. Passons maintenant à un exemple de moyen. La famille a 2 voitures en 2016, et elle projette de les vendre toutes les 2 sans les remplacer. 100% représente les 2 voitures. La famille a prévu qu'en 2018, elle vendrait un premier véhicule. La courbe des moyens véhicule ou voiture chute de 100 à 50%. Puis la famille prévoit de céder son second véhicule en 2020. Là, de nouveau, la courbe chute pour atteindre 0, c'est-à-dire que le moyen en question n'est plus accessible.
Si nous reprenons ce qui a été dit juste avant pour les besoins sur les bords francs, comme par exemple cette cassure entourée en 2018. Contrairement aux besoins, la chute d'un moyen est tout à fait possible. Cela représente la vente du moyen, ou sa destruction, ou toute autre action qui fait que ce moyen sort du périmètre. En conclusion, le moyen peut tout à fait sortir du périmètre de manière abrupte. Nous allons attaquer la seconde partie de cette simulation, et je vous propose de superposer les deux courbes que nous avons vues précédemment, celle du moyen voiture avec celle du besoin enfant. Nous obtenons ceci. Ce type de schéma amène une vraie plus-value sur la mise en évidence de problèmes potentiels. Nous verrons dans une autre simulation comment il peut permettre de mettre en évidence des économies potentielles. Dans cet exemple, nous pouvons anticiper que cette famille devra faire face à deux changements antagonistes. Le premier cercle en rouge met le focus sur la période de début 2018 jusqu'au premier quart 2019. Les membres de la famille devront s'accommoder de la perte d'un moyen à hauteur de 50%, alors que tout récemment, depuis moins d'un an, ils ont un enfant. Cela risque d'être un moment un peu particulier. En revanche, il y a un décalage des deux événements, ils ne sont pas en même temps. Les situations de perte de moyens au moment d'une augmentation des besoins doivent être absolument étudiées. Dans cette seconde zone entourée en rouge, la famille vit de nouveau un peu la même situation. Elle perd son unique moyen de locomotion juste après que son second enfant intègre le foyer. Ce que l'on voit sur le schéma, c'est que la famille aura encore moins de temps pour s'adapter. Le but de cet exemple n'est absolument pas de prôner le maintien ou non d'un véhicule dans un foyer. Cet exemple sert juste de support pour mieux comprendre l'interaction possible entre un moyen et un besoin. Cette première simulation est terminée. Elle est volontairement simple pour que vous vous rodiez aux fondamentaux, pour que vous puissiez être autonome pour dessiner vous-même vos futurs schémas. Dans un prochain épisode, nous verrons une seconde simulation, aussi simple, entre moyens et besoins. Puis, dans un troisième épisode, nous simulerons un cas beaucoup plus complexe. À bientôt.